accueillir Benoît Finalot, qui était à Henri Mondor, Créteil, et qui a rejoint l'Université Paris-Saclay en cours de transit, et qui va nous parler du coup du parcours de soins, donc c'est adapté. Oui, alors ça va... Il y a un pointeur, j'ai vu tout à l'heure un pointeur quelque part. Ah, et c'est ça. Oh, ça marche. Parfait. Donc, vous avez déjà beaucoup entendu parler du diagnostic génétique, des techniques de nouvelle génération qui permettent d'avoir des données massives d'exploration, de séquençage de génome. Moi, je vais vous parler en fait de tout ce qu'il y a autour de ça, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le parcours génétique autour du diagnostic et après le diagnostic. Alors, le parcours en génétique, puisque c'est le sujet, de quoi s'agit-il? Je commencerai par dire que c'est fondamental dans les maladies rares, puisque, comme vous savez, 70 à 80% des maladies rares sont d'origine génétique, donc forcément, il y a un diagnostic à faire chez la grande majorité des patients. Donc, le diagnostic génétique, on en a déjà parlé, notamment pour ce qui concerne l'errance diagnostique, mais la deuxième partie, celle dont on n'a pas encore parlé, c'est tout ce qui se passe avant le diagnostic, quand on suspecte une maladie génétique, et après le diagnostic. C'est ce qui est le conseil génétique, l'information, la compréhension par les patients et leurs familles de la signification des résultats génétiques. Et également, puisque ça, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais c'est la gestion des imprévus, parce qu'évidemment, si vous faites un séquençage très large, vous allez peut-être trouver ce que vous cherchiez, mais vous avez de bonnes chances de trouver des choses que vous ne cherchiez pas. Par exemple, une mutation de cancer du sein ou de cardiomyopathie, alors que vous aviez un problème rénal qui vous préoccupait à l'origine. Deuxième question, quels sont les intervenants? La particularité ici, mais finalement c'est un peu ça se retrouve dans tous les parcours de santé, c'est que les généticiens, que ce soit les généticiens cliniciens ou les conseillers en génétique, ils ne sont pas impliqués dans le début du parcours, clairement pas. Et cette partie-là de la prise en charge génétique, elle est faite en général par les médecins spécialistes. Ils sont la porte d'entrée pour les maladies rares, et en général, dans beaucoup de maladies rares, c'est les personnes les plus à même de faire le diagnostic. Pour faire un diagnostic de neurofibromatose, il faut aller voir un dermatologue. Pour faire un diagnostic de maladie endocrinienne, il vaut mieux voir un endocrinologue. Nous sommes bien d'accord. Donc, dans la plupart des cas, ce sont les médecins spécialistes des services et ensuite, au deuxième niveau, des centres de référence et centres de compétences qui vont rechercher ce diagnostic génétique et donc débuter la démarche diagnostique en génétique. Derrière, il va y avoir l'intervention, je vais revenir rapidement, des généticiens moléculaires, donc les biologistes qui vont superviser les analyses génétiques et qui vont les interpréter. Ça, c'est fondamental. Ça a déjà été légèrement abordé tout à l'heure. Faire une analyse sans l'interpréter, c'est tout à fait insuffisant. J'en arrive au couple central de la génétique clinique, c'est-à-dire les médecins généticiens et les conseillers en génétique, qui sont maintenant inséparables, qui vont tous les deux être impliqués dans le conseil génétique pour les patients, pour leurs apparentés, et puis pour ce qui concerne les médecins, vont être amenés à être les spécialistes qui prennent en charge en première ligne, on va dire, certains syndromes, notamment des maladies développementales, des maladies avec des dysmorphies qui sont d'origine développementale, ou des syndromes qu'on retrouve chez l'adulte, mais qui ne sont pas pris en charge habituellement par le spécialiste de tel ou tel organe, ou spécialiste qui ne sait pas forcément quoi faire pour ce qui ne concerne pas son organe de prédilection. Deuxième sujet sur lequel les conseillers en génétique et les généticiens vont intervenir, c'est tout ce qui va concerner non plus le diagnostic et l'information des patients, mais la prise en charge ultérieure liée au diagnostic d'une maladie génétique, et notamment tout ce qui est le projet parental, le diagnostic prénatal, préimplantatoire, non invasif, etc. Donc voilà les intervenants, et vous avez compris que finalement, nous, les généticiens, on arrive un peu en deuxième ligne, mais ça veut dire aussi que puisque tous les spécialistes sont extrêmement impliqués, il y a des choses qu'ils doivent savoir et qu'ils ne savent pas toujours, parce qu'en fait, le point positif, c'est qu'il y a des textes très clairs qui permettent d'expliquer tout ça, de l'encadrer et de dire aux gens comment bien faire. Ça s'appelle même
les règles de bonne pratique en génétique constitutionnelle à des fins médicales. La seule chose, c'est que c'est apparu à partir de 2013. La plupart des médecins, ils ont fait leurs études avant, et ils pensent que quand il y a des règles de bonne pratique en génétique, c'est pour les généticiens. Ben non, en fait, c'est pour tout le monde. Mais la plupart des médecins n'ont jamais lu ces règles de bonne pratique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que il y a par exemple, dans ces règles de bonne pratique, les conditions de prescription d'une analyse génétique. Ça peut être fait par un médecin généticien ou par un conseiller en génétique qui exerce sous la supervision d'un médecin généticien ou par un médecin spécialiste. Ça, tout le monde le sait, vous le savez bien sûr. Mais il y a quand même des conditions. C'est-à-dire que ce médecin spécialiste, il doit être thésé, avoir une thèse, donc être docteur en médecine, connaître la situation clinique, c'est-à-dire la maladie, la prise en charge, le mode de transmission, pour pouvoir l'expliquer aux patients au moment où on va proposer le test génétique, capable d'interpréter le résultat que le biologiste va lui transmettre, y compris les conséquences familiales, c'est-à-dire pas seulement pour le patient, mais pour tous les apparentés, les parents, les frères et sœurs, les descendants, etc. Et, dernier point, ce médecin doit travailler en relation avec une équipe de génétique clinique. C'est-à-dire que quand on se lance dans un test génétique, il faut savoir qui est le médecin généticien à qui on va pouvoir référer une famille si nécessaire. Et je suis un peu lourd, mais c'est parce que c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a toute une somme d'informations qui doit être fournie au patient et comprise par le patient ou par sa famille, si c'est un enfant en bas âge, à fournir et à intégrer avant la prescription des premiers examens génétiques. Je les ai listés ici, je ne vais pas les reprendre un par un. J'insiste simplement sur le fait que c'est très important. Alors là, j'ai un peu de mal, je dois dire. Bon, et voilà, c'est très important de considérer les trois derniers, c'est-à-dire expliquer au patient les limites du test, son droit tout à fait clair à ne pas faire le test s'il ne le souhaite pas, et puis aussi les modalités de rendu et les délais de rendu des résultats. Et pour tout ça, il y a ensuite un consentement qui est un consentement libre et éclairé. Ça veut dire éclairé, il doit avoir compris ce qu'il signe, qui est révocable à tout moment. Consentement écrit qui doit mentionner à la fois la pathologie qui fait l'objet de l'étude génétique, mais aussi, depuis 2013, là aussi, l'obligation légale pour le patient qui doit informer secondairement ses apparentés potentiellement concernés si on a identifié une cause génétique. Et vous imaginez bien que ce n'est pas le cas, si ce n'est pas indiqué dans le consentement, le patient il ne peut pas le savoir, et pourtant il a cette obligation légale qui arrive après. Bon, l'analyse génétique, je ne vais pas revenir dessus, c'est assez simple, effectivement c'est fait par un laboratoire agréé, toujours, c'est les conditions d'exercice des laboratoires en France. Elle est rendue uniquement au prescripteur, donc le prescripteur est important parce que c'est lui qui va recevoir le résultat. S'il n'exerce plus, eh ben, le résultat il ne sera pas rendu, il ne pourra pas être rendu au patient, et il sera rendu au prescripteur avec l'interprétation du biologiste, comme je vous le disais tout à l'heure, avec là aussi la nécessité impérative qu'une copie du résultat soit remise au patient. Et pour ce qui concerne les résultats d'analyse biologique, vous voyez que les niveaux de complexité sont vraiment très variables. C'est-à-dire que dans une famille où la mutation est connue, on va aller chercher juste la mutation. Chez des patients, des maladies génétiques fréquentes d'ailleurs, on va les regarder dans un gène, parce que si vous avez une neurofibromatose, une mucoviscidose, une drépanocytose, ce n'est pas la peine de faire un génome first. Hein. Il y a un gène dans lequel on va trouver les mutations. Donc, il faut savoir faire les choses dans le bon ordre et de la façon la plus appropriée. Et puis, comme on le disait, quand on en arrive aux examens les plus complexes, c'est-à-dire quand on a passé les panels qui, là, sont ciblés sur une pathologie, on va avoir des résultats plus complexes et avec des chances de tomber sur des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Bon, je vais passer vite sur le rendu de résultats, mais là aussi, il y a des choses à savoir en termes de fourniture d'explications appropriées, que le résultat soit positif, c'est-à-dire qu'on ait trouvé la cause de la maladie, ou négatif, puisque quand vous avez un résultat négatif, vous pouvez aussi bien
vous pouvez aussi bien décider avec le patient que ça n'est pas la peine d'aller plus loin, que décider que c'est utile de continuer parce que vous êtes convaincu qu'il y a un diagnostic génétique à faire. Donc tout ça, c'est fondamental. Et dernier point que je souligne à votre attention, c'est le fait qu'il faut établir la liste des apparentés à informer. Donc, je vous dis quelques mots sur le conseil génétique. Ça, c'est général, hein. On ne conseille pas les patients, bien sûr. C'est un conseil au sens de délibération et de réflexion, avec une volonté et une nécessité de traduire les données complexes de la génétique médicale en des informations utiles aux patients qui leur permettent de se déterminer, de prendre une décision éclairée de façon autonome. Donc, c'est vraiment fondamental. Et ça s'adresse bien sûr aux patients qui sont concernés par la maladie, mais aussi à leurs apparentés qui peuvent être concernés, soit tout de suite, soit plus tard. Et donc on est dans une prise en charge qui est familiale. Là aussi, c'est une particularité. Hop. Bien. Bon, les multiples situations, je vous en ai parlé, donc je ne vais pas y revenir. Je vais juste insister sur le fait que lors du projet parental, c'est fondamental de pouvoir reprendre un conseil génétique. Et il y a le cas des personnes asymptomatiques chez qui les analyses génétiques sont extrêmement encadrées, là aussi. C'est-à-dire que ça ne peut être fait que dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, avec une déclaration à l'Agence de la biomédecine et un accompagnement dans la prise de décision. Ça, ce sont juste les textes très précis du Code de la santé publique et des règles de bonne pratique qui encadrent le diagnostic présymptomatique. Je vous laisserai les découvrir par vous-même. Le seul message important, c'est la dernière phrase, le dépistage génétique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le dépistage génétique. Le dépistage, ça existe, mais pas génétique. Bien, donc pour terminer, c'est une diapositive en plusieurs morceaux. Vous avez compris que le parcours génétique, c'est quelque chose qui commence clairement longtemps parfois avant de rencontrer un généticien. Ça peut être un parcours semé d'embûches et que quand le généticien arrive, souvent le diagnostic a déjà été fait chez un patient symptomatique et on va essentiellement intervenir pour le conseil génétique. La situation est différente pour les apparentés, en particulier les apparentés asymptomatiques, où là, les généticiens et les conseillers génétiques vont intervenir très précocement. Et le parcours génétique va mixer à la fois le diagnostic génétique et le conseil génétique. Sans oublier que derrière, pour des patients qui ne sont pas malades, mais qui sont porteurs d'un gène de prédisposition à telle ou telle maladie, il va s'ajouter un suivi par des médecins spécialistes pour surveiller si la maladie apparaît et ensuite donner le traitement approprié quand il existe. Sans oublier qu'il y a aussi, à ce moment-là, la possibilité de renouveler le conseil génétique. Et je vais terminer par un seul exemple qui va reprendre ces différents cas de figure pour l'illustrer de façon, j'espère, la plus pratique possible. Imaginons un enfant qui naît, on fait un diagnostic de mucoviscidose à la naissance grâce au dépistage, puis ensuite au diagnostic génétique. Cet enfant, il va avoir son diagnostic génétique très rapidement. Ses parents vont bénéficier d'un conseil génétique qui pourra les orienter pour leur projet parental dans les années à suivre. Cet enfant va ensuite être suivi par des médecins spécialistes qui vont s'occuper de sa mucoviscidose, mais dans quelques années, quand l'enfant qu'il était sera devenu un adulte, c'est lui qui va être concerné par la problématique de la transmission, c'est lui qui devra revenir en consultation de conseil génétique, c'est-à-dire que cette démarche de génétique, non seulement elle est familiale, mais elle s'inscrit dans la durée à toutes les générations de la famille, selon les cas, puisque suivant les modes de transmission, les situations peuvent être tout à fait différentes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On a encore le temps pour quelques questions avant de faire une pause et de nous retrouver au premier étage. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais une question et une remarque, oui, qui est une constante. C'est
Comment transmettre le résultat de l'analyse génétique du laboratoire de génétique vers la personne qui va le rendre à l'heure des dossiers de soins informatisés? Donc, quel est ton sens? Parce que Orbis, par exemple, on n'a pas le droit de le faire. Ah oui, non, ça, c'est pas le transmettre. Le transmettre, c'est tout à fait possible via une messagerie sécurisée. La question, c'est qu'est-ce que le prescripteur qui reçoit ce résultat en fait? Voilà. Donc, ce résultat, d'une certaine façon, il pourrait être mis dans Orbis de façon un peu sécurisée si le patient a bien compris que tous les médecins de l'AP-HP, des services où ils pourront être pris en charge, auront accès à ce résultat d'analyse génétique. Moi, c'est ce que je pense, en fait, la meilleure, c'est toujours une question de dialogue, et la meilleure façon de régler le problème, c'est d'informer le patient et de lui demander ce qu'il souhaite. Voilà. Après, on a toujours la possibilité de mettre un résultat d'analyse génétique dans un répertoire, un NAS, un répertoire informatique propre au service ou à une équipe, ce qui fait que le résultat, il est là, il est accessible par les différents membres de l'équipe. Je pense qu'il y a des solutions, mais qui doivent impliquer les patients. Une question, oui. Merci, monsieur. En fait, je parle pour une connaissance qui a une maladie, ça tend vers une maladie rare. Il est suivi donc à l'Hôtel Dieu pour le sommeil. Georges Pompidou, on lui a installé un holter. Là, son dossier a été accepté à la Pitié pour une maladie rare. Et donc, il tend vers l'insomnie fatale familiale. Et il voudrait... je ne connaissais pas avant de... Je ne savais pas ce que c'était. Et il est tellement épuisé, parce qu'il va d'hôpital en hôpital, en urgence, toujours en urgence. Il voudrait arrêter. Qu'est-ce que vous conseillerez pour qu'il soit hospitalisé vraiment pendant quelque temps et qu'il subisse les examens? Là, ce qu'il faut, c'est s'adresser en effet au centre de référence qui est spécialiste de cette pathologie, ou qui est le plus proche de la prise en charge de cette pathologie, qui pourra lui dire ce qui lui paraît approprié dans son cas à lui, au vu des éléments de dossier qu'il pourra transmettre. Ça pourrait être une consultation, ça pourrait être une hospitalisation, ça pourrait être autre chose. Et à ce moment-là, en fait, ce qui est important, c'est d'arriver à rentrer dans la bonne, j'allais dire la bonne filière, mais filière, c'est polysémique, par la bonne porte d'entrée, en fait. Et à partir de là, les choses peuvent s'enchaîner. D'accord, on va faire une dernière question, ensuite on fera la pause. Très courte. Vous parlez beaucoup de sécurisation de données. Or, vous savez qu'encore récemment, on nous apprend qu'il y a beaucoup de données qui se baladent. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que ça devient inquiétant. Je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que la transmission par exemple, la transmission d'un résultat génétique sur une adresse Gmail, c'est absolument inenvisageable. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun prend ses responsabilités et nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est souvent, par exemple, dans les comptes rendus Orbis, les courriers qu'on fait, c'est marqué en tout petit. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour l'information de la population, des patients, sur ce qu'on fait des données. Et je pense que, comme vous disiez, la plupart voudront transmettre leurs données et seront confiants. Mais je pense qu'il n'y a pas de visibilité sur cela, parce qu'un patient, il veut être soigné dans un premier temps, il ne pense pas à l'utilisation. Oui, mais je pense que c'est un accord de partenariat qui doit être mis en avant, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les gens signent un papier, alors peut-être ils ne le lisent pas éventuellement, mais ils signent quand ils sont admis à la PHP, les conditions, ça comprend le fait que leurs données vont aller dans un entrepôt de données de santé, qu'il pourrait y avoir des recherches faites dessus de façon anonyme, etc. etc. Merci beaucoup.